Le bureau des complots. Allô, 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 allô. Une question sur les conspirations. On vous répond en toute décontraction. C'est un complot, j'appelle le bureau. Peters et Jacobs, le bureau des complots. Bonjour Peters. Bonjour Jacobs. Mais vous êtes en avance. Eh oui, pour le dernier jour, j'ai voulu vous faire une surprise. C'est gentil de votre part, hein. Je suis très sensible. Mais là, par contre, nous sommes bien d'accord que vous êtes venu travailler, parce que votre tenue vestimentaire, ce n'est pas possible, à moins que cela ne soit aussi pour me surprendre. Non, c'est pour ne pas perdre de temps. Vous savez, si vous passez 2 ou 3 jours de vacances à l'arrivée pour vous mettre dans l'ambiance, c'est autant de jours de perdu. Je vous l'accorde, cependant, si la chemise hawaïenne, le bermuda et les sandales vous semblent les atours idoines pour vos rencontres en territoire balnéaire, je doute, mon cher ami, que cela ne soit réellement une tenue appropriée au bureau. Allons Jacobs, c'est notre dernier jour. Avant de nous quitter, vous pouvez me faire une fleur et fermer les yeux sur ma tenue. J'étais en avance en plus. Allez, c'est d'accord. Décidément, je vous aurai tout passé. Mais enlevez au moins ces lunettes de soleil. Elles sont totalement ridicules en plus. Pas de problème, de toute façon, je ne vois rien avec dans cette cave. Mais dites-moi, pour ce dernier bureau, nous devons terminer ce que nous avons commencé. Et comment nous avons gardé le meilleur pour la fin avec ce nouvel ordre mondial? Mais oh, regardez, nous avons un message. Je pensais l'avoir désactivé, cela doit être une erreur. Une erreur? Mais enfin, Peters, cette machine est réputée infaillible, impossible à pirater. Non, cela doit être quelque chose d'exceptionnel, peut-être même. Est-ce grave? Vous croyez? Eh bien, voyons, écoutons ça. Vous avez un nouveau message. Jacob Peters, bonjour, c'est le grand ordonnateur spirituel et éternel de la sublime, l'unique confrérie des Illuminati qui vous parle. Je vous ai écouté durant 39 heures et j'avoue que vous m'avez bien fait rire. Vous pensez avoir démasqué les pires complots, démystifié les plus étonnantes croyances de vos contemporains et étouffé la paranoïa qui chaque jour prolifère dans les esprits. Mais vous ne saurez jamais ce qui se trame réellement dans l'ombre. Préparez-vous, car bientôt arrive le jour de l'avènement du nouvel ordre mondial. Une chose encore, prenez garde, Peters, prenez garde. Au stand, c'est un piège pour votre âme. Oh ben ça alors, vous avez entendu? Le chef du nouvel ordre mondial en personne. Étonnant, en effet. Mais par quelle puissante machination est-il parvenu à pirater notre répondeur? Allons Jacobs, je sais que j'ai une petite tendance à la paranoïa, mais là c'est un peu gros. Le grand ordonnateur spirituel et éternel de la sublime, la toute-puissante, l'unique confrérie des Illuminati. Vraiment, au stand, un piège pour mon âme? Il n'y a que vous qui savez où je pars en vacances. Vous pensez vraiment que je ne vous ai pas reconnu? Bon, d'accord. Vous m'avez démasqué. Je pensais qu'un petit canular serait amusant pour notre dernier jour au bureau. Décidément, vous êtes surprenant. Et je me demande si je n'ai pas une mauvaise influence sur vous, en fait. Écoutez, du moment que cela est réciproque, cela me va. Vous savez, on ne peut augurer des chemins qui nous mèneront à la vérité. Peut-être que bientôt vous oublierez les dancing pour visiter les sites historiques, qui sait? Ne jamais insulter le futur, vous avez raison. Et en parlant de chemin et de vérité, nous n'avions pas atteint notre but sur le nouvel ordre mondial. Où en étions-nous restés? Ah, vous voilà bien pressé. Alors nous en étions arrivés à la conclusion que cette théorie ne surgissait pas de nulle part. Le nouvel ordre mondial, c'est le mythe moderne d'une élite de l'ombre qui prépare une dictature mondiale. Comment cela? À travers le système bancaire, les institutions internationales qui ont pignon sur rue, telles que l'Organisation des Nations Unies ou encore l'Organisation mondiale de la santé. Ce récit complotiste qui englobe tout se greffe très concrètement sur des confréries qui ont existé naguère, telles que les Illuminati, mais aussi d'autres plus contemporaines, telles que les Skull and Bones, la confrérie étudiante de Yale, ou encore le Bohemian Grove, la réunion des hommes de pouvoir en Californie. Ces groupes, qui cultivent un goût pour l'élitisme, le rituel et la discrétion, offrent un terreau idéal pour nourrir l'imaginaire d'un pouvoir occulte et tentaculaire.
À cela s'ajoute la figure centrale des grandes dynasties économiques, comme les Rockefeller, les Rothschild, les Morgan, autant de noms qui, dans l'imaginaire conspirationniste, deviennent les marionnettistes invisibles du monde, le haut de la pyramide du pouvoir occulte. Et au plus proche du sommet de cette architecture, ce sont ces fameux cercles d'influence, comme le groupe Bilderberg. Leur opacité apparente, leur entre-soi assumé, nourrissent cette idée que les décisions majeures ne se prennent plus dans les urnes, mais bien dans des salons privés. À chaque décennie, le récit et la théorie du nouvel ordre mondial se raffinent, se modernisent, mais conservent cette structure fondatrice. Un petit groupe contrôlerait tout, derrière un voile d'institutions et de symboles. Alors maintenant, il nous faut explorer comment ce pouvoir de l'ombre agit. Et puisque nous parlons de dictature planétaire, depuis que nous avons commencé à parler du nouvel ordre mondial, il serait temps de voir comment les conspirationnistes assoient leurs théories. Le bureau des complots. L'idée que derrière chaque conflit se cacherait une manœuvre orchestrée par une élite mondiale s'est imposée avec force, notamment après la guerre du Golfe de 1990. Après le 11 septembre 2001 et l'invasion de l'Irak en 2003, l'idée d'une cabale secrète orchestrant les guerres pour étendre son emprise sur le monde explose. Pour beaucoup, ce n'est plus une théorie marginale, c'est une grille de lecture. Le gouvernement utilise la terreur pour convaincre les masses d'accepter la perte de leur liberté. Ce qui est fascinant, c'est comment la guerre contre le terrorisme elle-même a été perçue comme une gigantesque manipulation. Le Patriot Act, voté dans l'urgence, qui a drastiquement réduit la liberté de mouvement et de manifester, a souvent été cité comme preuve. On y voyait l'illustration parfaite de la maxime de Rahm Emanuel, conseiller de Barack Obama, je cite, « Ne jamais laisser une bonne crise se perdre ». Un adage que les théoriciens du complot adorent brandir pour justifier l'idée que les guerres sont provoquées pour remodeler l'ordre social et politique mondial. Et cela s'est encore intensifié dans les conflits plus récents, comme la guerre en Syrie. L'apparition de Daesh a donné lieu à une nouvelle couche de spéculation. Pour certains, les grandes puissances occidentales auraient non seulement provoqué le chaos, mais aussi fabriqué leur propre ennemi pour justifier leur présence militaire et le contrôle sur les ressources locales. Avec la guerre en Ukraine, nous voyons exactement la même mécanique se reproduire, mais à une échelle encore amplifiée par les réseaux sociaux. Dès les premiers jours de l'invasion russe en 2022, les récits complotistes ont fleuri. Certains affirmaient que le conflit avait été délibérément provoqué pour accélérer la mise en place d'un nouvel ordre mondial en affaiblissant la Russie et l'Europe tout en restructurant l'économie mondiale. Encore une fois, la théorie du complot du nouvel ordre mondial s'appuie aussi sur des faits réels pour mieux s'imposer. L'embargo contre la Russie, les sanctions économiques, la crise énergétique en Europe, tout cela est interprété non pas comme des conséquences collatérales, mais bien comme des objectifs recherchés. Et puis, il y a les discours de Vladimir Poutine lui-même, qui semble parfois vouloir alimenter cette vision du monde. En septembre 2022, il dénonçait l'Occident sataniste et l'élite mondiale qui veut imposer son modèle au peuple. Des propos qui résonnent étrangement avec les thèmes chers aux théories du complot sur le nouvel ordre mondial, brouillant encore davantage les frontières entre propagande politique et mythologie paranoïaque. La guerre en Ukraine devient ainsi, pour ceux qui croient au complot du nouvel ordre mondial, une sorte de matrice où tous les fils se rejoignent. Contrôle énergétique, effondrement monétaire, crise alimentaire, surveillance accrue, et au bout du compte, l'instauration d'un pouvoir global technocratique. Une vision terrifiante, certes, mais qui trouve un terrain extrêmement fertile dans un monde qui est de plus en plus instable. Mais ce nouvel ordre mondial a bien d'autres tours dans son sac que les guerres pour nous asservir. Savez-vous qu'une autre bonne manière de nous préparer à la dictature mondiale serait, selon les conspirationnistes, une pandémie ? Nous l'avons vu lors du Covid, les théories les plus folles ont tout de suite fleuri, et avec elles, évidemment, l'idée que nous avons assisté à la mise en place d'un régime sanitaire dictatorial, interdisant les déplacements et forçant à la vaccination. Bref, un véritable terrain de jeu pour les complotistes. Comme si la déstabilisation devait forcer les nations à accepter de nouvelles règles globales.
Tout serait orchestré depuis Washington, Bruxelles ou Davos. Le nouvel ordre mondial et le Covid, on voit ça dans un instant. Une question sur les conspirations ? Le bureau des complots. 31 décembre 2019, alors que le monde s'apprête à fêter la nouvelle année, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est informée de l'apparition d'une nouvelle forme de pneumonie atypique de cause inconnue. Une maladie respiratoire étrange repérée dans la ville chinoise de 11 millions d'habitants de Wuhan. Personne ne le sait encore, mais ce sont les prémices d'une pandémie mondiale qui va bouleverser la vie de milliards d'individus et en tuer un peu plus d'1 million. Dans l'imaginaire complotiste, la pandémie de Covid-19 a été immédiatement interprétée comme une arme du nouvel ordre mondial. Dès les premiers mois de 2020, on a vu apparaître une idée obsédante. Le virus n'était pas un accident naturel, mais une création délibérée pour provoquer la panique mondiale et justifier des mesures de contrôle sans précédent. Et les déclarations de certains dirigeants n'ont fait qu'ajouter du carburant à cette mécanique paranoïaque. Emmanuel Macron, le président français par exemple, déclarait en mars 2020 « Nous sommes en guerre » en parlant du Covid-19. Une rhétorique martiale qui, dans l'esprit des partisans du nouvel ordre mondial, confirmait l'idée d'une offensive psychologique contre les peuples afin d'imposer de nouvelles normes, confinement, passe sanitaire ou encore la surveillance numérique. La privation de liberté pendant la pandémie a été ressentie comme un choc d'une brutalité inédite. Le confinement, imposé dans de nombreux pays, a redessiné l'espace public en territoire interdit. Les rues désertes, les attestations de déplacement, tout cela a semblé confirmer, aux yeux de certains, que le nouvel ordre mondial était en train d'expérimenter la gestion d'une population sous état d'urgence permanent. L'obligation vaccinale, ou même sa version plus douce à travers les passes sanitaires, a renforcé cette perception. La liberté de circuler, de travailler, d'accéder à des lieux publics est devenue conditionnelle à une preuve médicale. Pour la première fois dans l'histoire contemporaine, l'accès aux droits fondamentaux a été suspendu à une injection. Le vaccin est devenu un sésame pour la liberté et il a bien entendu cristallisé toutes les suspicions. Et là, nous sommes entrés dans un véritable carnaval de l'imaginaire paranoïaque. Certaines idées sont si extravagantes qu'elles semblent sorties d'un roman de science-fiction dystopique. Effectivement, dès le début, des théories absolument extravagantes prétendaient que le vaccin allait modifier l'ADN humain de manière irréversible, créant une nouvelle espèce soumise. Encore plus délirant, il y a eu l'idée que les vaccinés devenaient magnétiques. Des vidéos devenues virales montraient des gens prétendant que des pièces de monnaie ou des ustensiles de cuisine restaient collés à leurs bras après injection. Une rumeur finalement absurde, étant donné que ce phénomène, entre guillemets, n'était dû qu'à une simple adhérence cutanée due à l'humidité. Que dire des rumeurs sur les vaccins zombies ? L'idée qu'un agent pathogène dormant aurait été injecté et qu'un jour, sur activation à distance, il provoquerait une épidémie massive de comportements violents ou cannibales. Cette théorie s'appuyait sur une lecture déformée d'anciens brevets militaires américains sur les armes biologiques. Il faut aussi citer les affirmations selon lesquelles les vaccins contiendraient du graphène pour créer un réseau de nanocapteurs dans le corps humain, une idée popularisée notamment par le film français anti-vax Hold Up de Pierre Barnerias, sorti en 2020 sur Internet et qui a fait des millions de vues. Et puis, pour terminer, la fameuse théorie de la puce 5G implantée par le vaccin. Dès 2020, des groupes sur les réseaux sociaux relayaient l'idée que les vaccins contiennent des nanoparticules capables de se connecter au réseau 5G pour surveiller les individus à distance. La rumeur attribuait cette machination à Bill Gates. Alors, prenons un peu le temps d'expliquer cela, car sans aller jusque dans cette extrémité du conspirationnisme le plus délirant, la théorie se nourrit là aussi d'éléments factuels. Oui, vous avez raison, Peters. Commençons par les faits. Il existe donc une ONG qui s'appelle ID 2020. L'idée à la base, c'est de créer une identité numérique pour chaque être humain sur la planète. C'est un projet humanitaire lancé en 2016, un partenariat public-privé. Le constat est simple,
plus d'1 milliard de personnes n'ont tout simplement aucun papier d'identité dans le monde. Pas de carte, pas de passeport, absolument rien. Et ce qui trouble, c'est qui soutient ce projet. Microsoft, la fondation Rockefeller, Gavi, pour ne citer qu'eux. Alors Gavi, un petit mot là aussi, c'est l'Alliance mondiale pour les vaccins. Elle est soutenue par la fondation Bill et Melinda Gates. Leur mission, rendre les vaccins accessibles dans les pays les plus pauvres. Officiellement, c'est donc une organisation humanitaire, mais pour certains, Gavi est vu comme un cheval de Troie, un outil caché pour autre chose. Ce qui fait peur dans ID 2020, ce n'est pas juste l'idée, c'est la combinaison. Une fondation privée, une alliance vaccinale très puissante, un géant de la tech, tous réunis autour d'un même projet d'identité numérique mondiale. C'est ce mélange philantro-techno-politique qui fait naître les soupçons. Et dans les récits conspirationnistes, tout ça devient clair. On parle d'un passeport vaccinal intégré, d'une puce implantée. Certains y voient donc les bases d'un système de contrôle global, en conséquence de quoi le Covid n'a été finalement que la mise en route discrète de ce plan. C'est de là que sont nées des rumeurs persistantes, selon lesquelles Bill Gates aurait voulu injecter des micropuces sous couvert de vaccination. Or, bien que l'ID 2020 ne parle jamais d'un plan, cette confusion a alimenté l'idée que le nouvel ordre mondial cherchait à ficher chaque individu avec pour ambition finale la traçabilité totale des esprits et des corps. Et c'est proprement vertigineux, mais l'épisode du Covid a été un sacré accélérateur de théories du complot quand on y pense. Il faut dire que c'était inédit, entre interdiction de se déplacer et vaccin inconnu 3 mois auparavant devenu obligatoire, il y avait matière à faire exploser les paranoïas. Surtout quand un homme, organisateur de rendez-vous des grands de ce monde, veut tout réinitialiser suite à cela. C'est vrai, en pleine pandémie, un an sort du bois. Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, aussi appelé le Forum de Davos, le lieu où se retrouvent chaque année les plus gros acteurs économiques et politiques de la planète. Commençons par présenter ce fameux personnage qu'est Klaus Schwab, car il fait partie des quelques visages connus qui appartiennent aux hautes sphères de notre monde. En bref, c'est pour les conspirationnistes une figure de proue du nouvel ordre mondial. Klaus Schwab incarne 7 générations d'Européens marqués par la guerre et obsédés par la stabilité mondiale. Il est né en 1938 en Allemagne, il est diplômé en ingénierie, en économie, il a été formé à la Harvard Business School dans les années 60, il a notamment à cette période été l'élève de Henry Kissinger. Fort de cette double culture technique et stratégique, il fonde en 1971 le Forum économique mondial de Davos. À l'origine, c'est une modeste conférence de chefs d'entreprise européens dans les Alpes suisses. Mais très vite, Schwab, homme de réseau, comprend que l'avenir se joue dans la capacité à connecter les décideurs. Il invite alors les politiques, les banquiers, les universitaires. Il fabrique un espace unique où les puissants se rencontrent en privé pour discuter de l'avenir du monde. Et dans cette capacité à créer un lieu où se mélangent les intérêts étatiques et privés, il devient le pivot silencieux du système globalisé. Le Forum de Davos, ce n'est pas seulement un sommet annuel, c'est un maillage d'influence, un laboratoire d'idées, un filtre entre les idées dominantes et les décisions concrètes. Schwab, lui, reste en retrait, mais il orchestre. Et puis, il y a ce programme emblématique du forum, le Young Global Leaders, lancé par Schwab en 2004. Officiellement, il s'agit de former une nouvelle génération de décideurs. Jeunes, brillants, censés incarner un leadership éthique et responsable pour le XXIe siècle. Mais dans les faits, ce programme devient vite un vivier d'influenceurs politiques davosiens. On y retrouve des noms qui plus tard occuperont des postes clés dans la politique, les affaires ou la technologie, Emmanuel Macron, Mark Zuckerberg ou encore Justin Trudeau, des profils très différents mais qui partagent une même vision du monde, globalisée, libérale, technocratique et piloté par l'élite. Chez nous, Alexander De Croo, par exemple, a été sélectionné en 2015 alors qu'il était vice-premier ministre et ministre de la coopération au développement. Son profil technophile et son engagement en faveur de la numérisation et de la croissance dite inclusive correspond parfaitement aux critères du programme. Et il n'est pas le seul, la reine Mathilde de Belgique a également été reconnue comme Young Global Leader en 2007, bien avant son accession au trône. Son implication dans des
cause sociale et humanitaire a été salué par le forum. Klaus Schwab est assez fier de ses young leaders. Il a même dit dans une interview cette phrase en forme d'aveu, je cite, « Nous pénétrons les cabinets gouvernementaux ». Cette phrase, sortie de son contexte, est devenue une pièce maîtresse des narrations conspirationnistes. Pour beaucoup, cela illustre qu'un pouvoir parallèle existe, une formation de cadre pour le nouvel ordre mondial. Et oui, si Schwab ne rêve pas de bâtir un empire en tant que tel, il rêve sans doute à l'avènement d'un monde fluidifié par la technologie, géré par les élites. Et c'est précisément ce qui le rend si inquiétant pour certains. Mais c'est surtout avec la pandémie de Covid que Klaus Schwab devient une figure centrale du soupçon. Quand en 2020, les États verrouillent leur population, suspendent les libertés et que l'économie mondiale vacille, Schwab publie un livre intitulé « The Great Reset ». Et cet ouvrage va devenir la pierre angulaire de l'imaginaire complotiste. Il ne s'agit pas d'un simple essai, c'est un programme, un manifeste, un appel à profiter du chaos pour réinventer entièrement l'ordre économique et social mondial. Et c'est là que le malaise devient encore plus profond, parce que cela ressemble fort à une annonce de ce que sera le futur, version nouvel ordre mondial. Schwab parle d'une fenêtre d'opportunité historique pour restructurer les modèles de production et de consommation, pour numériser massivement les économies, réorganiser la gouvernance mondiale. Pour les complotistes, c'est l'aveu d'un agenda caché et prémédité. Le timing du livre est particulièrement troublant, c'est vrai. Publié dès juin 2020, alors que le monde n'est même pas encore sorti de la première vague, The Great Reset semble étrangement préparé et écrit depuis longtemps. Schwab y développe une vision du futur où les solutions numériques deviennent la norme, où les grandes plateformes, Google, Amazon ou Microsoft, deviennent des partenaires politiques. Il évoque et appelle de ses voeux une numérisation poussée à l'extrême des modes de vie. Ici, le nerf de la guerre, c'est encore la question de l'identité numérique et ses conséquences, qui constituent la grande peur des complotistes. Nous avons parlé déjà du fichage numérique, des papiers d'identité avec ID 2020. Nous allons aller un peu plus loin ici avec le passeport vaccinal. Durant la pandémie de Covid, encore une fois, une logique a été enclenchée. Le confinement a amené l'usage des masques, puis la vaccination, puis est arrivé dans nos smartphones le passeport vaccinal. Et pour les complotistes, le passeport vaccinal constitue le prélude au traçage de la population et donc in fine à son contrôle total. Et qui dit smartphone dit possibilité de géolocaliser, de suivre les déplacements de quiconque et d'en faire l'historique. Et puis à partir du moment où on y intègre des données de santé, théoriquement confidentielles car relevant du secret médical, certains se demandent ce qui empêchera les autorités d'aller plus loin. Au niveau de l'Union européenne, la Commission de Bruxelles réfléchit actuellement à sa propre version de l'identité numérique, baptisée European EID. Le député romain Christian Terès, qui siège au sein du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, fait partie d'un groupe de travail qui planche d'ailleurs sur cette question. Et dans un entretien récent, il expliquait dans un registre qui est un peu celui du lanceur d'alerte les dangers que font peser ce projet concernant la vie privée des citoyens européens. Ces paroles sont du pain béni pour les partisans de la théorie la plus dystopique du nouvel ordre mondial. Je cite Christian Terès. Ce qu'ils veulent faire, c'est attribuer une chaîne alphanumérique à chaque citoyen de l'Union européenne qui restera avec vous votre vie durant. Et cela sera votre identifiant unique. Ainsi, lorsque vous vous connecterez en ligne, lorsque vous vous connecterez à votre compte bancaire, quand vous irez quelque part, vous aurez votre identifiant avec vous. Ensuite, vous aurez ce qu'ils appellent l'identifiant de portefeuille européen avec tous vos passeports, tous vos comptes bancaires, toutes vos cartes de crédit qui seront au même endroit et seront connectés à votre EID. Christian Terès parle alors de la chinification de l'Europe, une allusion au système de crédit social chinois qui apparaît aujourd'hui comme une parfaite illustration des tendances totalitaires du régime de Pékin. Peut-être qu'on pourrait, mon cher Peters, développer un peu cette notion. Oui, le crédit social chinois, souvent cité comme le cauchemar ultime des théories du complot du nouvel ordre mondial, mérite qu'on s'y attarde pour comprendre la profondeur des craintes qu'il suscite. Lancé à titre expérimental dès 2014, puis élargi en 2018, ce système vise officiellement à renforcer la confiance, je cite, dans la société. En pratique, il s'agit d'évaluer le comportement des citoyens et des entreprises à travers une multitude de données.
Concrètement, l'idée générale est la suivante, attribuer des scores fondés sur le respect des lois, des contrats, mais aussi sur des comportements sociaux jugés vertueux ou déviants. En cas de mauvais score, les sanctions peuvent aller d'une interdiction d'acheter des billets de train ou d'avion, voire même d'interdire l'accès à certains emplois publics ou à l'obtention de prêts bancaires. En 2018, une agence chinoise annonçait ainsi que 17 millions de tentatives d'achat de billets d'avion avaient été bloquées en raison d'un trop faible score de crédit social. Une anecdote très frappante illustre cette surveillance omniprésente. Dans certaines villes comme Rongcheng, une infraction mineure comme traverser en dehors des clous est repérée par caméra et immédiatement enregistrée sur votre dossier social. Votre visage et votre nom peuvent même être affichés sur des écrans publics en guise de sanctions humiliantes. Surtout que ce n'est pas seulement l'État chinois qui évalue, mais aussi des plateformes comme Alibaba. Oui, l'Amazon chinois fondé par Jack Ma, ancien Young Global Leader, pour ajouter au trouble des complotistes. Alibaba, donc, avec son programme Sésame Credit, a expérimenté des systèmes de notation volontaire où payer ses factures à temps ou acheter des produits responsables améliore votre score. C'est la privatisation du crédit social, quelque chose que l'on peut considérer comme encore plus insidieux. En définitive, le crédit social chinois, tel qu'il est perçu en Occident, est devenu un symbole. Celui d'une technocratie du futur, froide, rationnelle, où la liberté n'est plus supprimée par la force, mais diluée dans un mécanisme de récompense et de punition invisible. Un monde où l'obéissance serait la condition de la citoyenneté. Ce qui nourrit la peur, c'est que ce modèle pourrait un jour être exporté ailleurs, sous couvert d'efficacité, de sécurité ou de bien commun. Dans l'esprit des théoriciens du nouvel ordre mondial, le crédit social chinois n'est pas une curiosité locale, c'est un prototype pour un gouvernement mondial de contrôle absolu. Eh bien, maintenant que nous savons à quoi nous en tenir avec ces théories du complot les plus folles, prenons notre passeport, mon cher Jacobs, et rendons-nous à Denver, plateforme souterraine de ce diabolique nouvel ordre mondial. Oui, vous avez raison, c'est là que doit, en toute logique, se terminer notre voyage au cœur des conspirations. Une question sur les conspirations ? Le bureau des complots. À l'aéroport international de Denver, il est devenu un véritable totem pour les théoriciens du complot du nouvel ordre mondial. Inauguré en 1995, il n'a cessé de nourrir les fantasmes les plus baroques. Trop grand, trop cher, construit avec des dépassements de budget faramineux, selon certains, il serait en réalité la façade d'un gigantesque bunker destiné à accueillir les élites mondiales en cas d'effondrement global, quand ce sera l'enfer sur Terre, que l'économie mondiale se sera écroulée et que nous n'aurons plus rien. Dans l'aéroport de Denver, il y a d'abord les œuvres d'art. Des fresques murales gigantesques montrant des scènes d'enfants en pleurs, des paysages en ruines et des soldats masqués brandissant des fusils. Certaines interprétations voient là des prophéties du chaos mondial à venir, l'agenda du nouvel ordre mondial mis en image sous nos yeux dans le plus pur des cynismes. Un peu plus loin, il y a ces gargouilles diaboliques qui regardent impassibles le flot de voyageurs. Et que dire du cheval bleu géant, surnommé Blucifer par les locaux, une statue équestre de 10 mètres de haut, aux yeux qui rougeoient d'un éclat inquiétant. Pour l'anecdote, son sculpteur, Luis Jiménez, est mort tragiquement lorsqu'une partie de la statue lui est tombée dessus en 2006, de quoi alimenter encore davantage les récits les plus sinistres autour du site. Le mythe s'étoffe encore avec les mystérieuses plaques commémoratives installées dans l'aéroport. Certaines avec des signes maçonniques et, plus intrigants, sur l'une d'elles est gravée l'inscription « New World Airport Commission », une organisation qui officiellement n'existe pas. Une erreur de communication, une facétie d'artiste? Non, bien sûr, pour les conspirationnistes, c'est encore l'indice délibéré qui signe la présence du New World Order, le nouvel ordre mondial. Mais ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car selon certains récits, l'aéroport serait le sommet visible d'un immense réseau de tunnels souterrains, capables d'abriter non seulement des bunkers, mais aussi, dans d'autres théories plus fantastiques encore, des centres de commandement pour des hybrides humano-extraterrestres travaillant avec le nouvel ordre mondial. Alors, d'où viennent ces idées folles? Eh bien, il faut dire qu'en plus de ces œuvres très étranges, techniquement
économiquement, l'aéroport de Denver, c'est aussi quelque chose. Et oui, deuxième plus grand aéroport du monde, il a été construit sur une surface de 34 000 hectares pour un coût total pharaonique de près de 5 milliards de dollars. Mais les esprits conspirationnistes notent que plusieurs irrégularités ont été rapportées sur le site de construction. Différents entrepreneurs ont été embauchés, travaillant tous dans différents endroits de l'aéroport, ce qui a amené ces observateurs à penser qu'il y avait une stratégie pour s'assurer que personne ne pourrait avoir une vue de la totalité du projet. Et ce n'est pas fini. On parle de 100 millions de mètres cubes de terre déplacée, bien au-delà des besoins d'un simple chantier en surface. De quoi éveiller les soupçons. Certains affirment que la construction s'étend aussi sous terre et d'après plusieurs révélations, il y aurait en réalité plus de 6 niveaux souterrains creusés profondément dans les entrailles de la terre. On parle de la construction d'un énorme système de tunnels. Les camions peuvent circuler à l'intérieur. Et des trains aussi, des trains souterrains. La plupart de ce réseau serait pourtant inutilisé. Il se dit qu'il y aurait également 8500 km de fibres optiques installées pour les communications. Bref, un vrai centre de communication planétaire. On peut continuer la liste. Il y aurait un système de carburant qui peut pomper jusqu'à 4000 litres de kérosène par minute. Ce taux est jugé totalement absurde pour un aéroport commercial. En fait, l'aéroport de Denver est un cas d'école du conspirationnisme qui est à l'image de la théorie du complot du nouvel ordre mondial. Car tout ce qui est dit sur cet aéroport est en partie vrai, mais est aussi amplifié à dessein. En somme, toutes ces observations sont réelles, mais en les sortant de leur contexte ou en les extrapolant, elles alimentent l'image d'un QG du nouvel ordre mondial ou encore d'un centre de détention futur pour les opposants. Cela montre à quel point une succession de faits peut par effet de montage narratif devenir une architecture entière au service du soupçon. L'aéroport de Denver incarne finalement tout ce qui rend la théorie du nouvel ordre mondial si séduisante. Un mélange de faits troublants, d'interprétations artistiques ambiguës, d'accidents dramatiques et de zones d'ombre bureaucratiques. Comme disait le célèbre écrivain Edgar Allan Poe, le mystère est un plaisir qui naît de la peur. À Denver, ce plaisir semble inépuisable. Peters, il est temps de conclure. Lorsqu'on parle du nouvel ordre mondial, on touche à un mythe moderne profondément ancré dans la psyché collective. Ce concept, plus qu'un projet politique réel, est d'abord une métaphore du sentiment de dépossession, une angoisse viscérale face à des forces invisibles qui semblent orchestrer le cours du monde. Ce que révèlent toutes les théories liées au nouvel ordre mondial, c'est une immense méfiance envers les élites, envers l'idée même de gouvernance mondiale. À travers la croyance en un complot planétaire, les gens expriment la peur d'être réduits à l'état de rouage anonyme dans une gigantesque machine impersonnelle. Toutes les branches de ce mythe traduisent ce même vertige. La théorie du gouvernement mondial caché, celle du contrôle mental par les médias, les manipulations économiques orchestrées par les banques centrales ou la Banque des règlements internationaux, chaque volet montre un malaise face à une mondialisation où le citoyen semble n'avoir plus aucune prise. Et ce malaise n'est pas sans fondement. Depuis la création de l'euro jusqu'à la montée des institutions comme le FMI ou l'OMC, il y a bien eu une internationalisation du pouvoir économique et politique, souvent loin du regard démocratique. Le complotisme du nouvel ordre mondial, en quelque sorte, déforme cette intuition réelle, celle d'un pouvoir qui s'éloigne du peuple. Et chaque crise amplifie cette angoisse. Le Covid-19, la guerre en Ukraine, le changement climatique, chacun de ces événements est perçu comme une étape vers une gouvernance mondiale autoritaire. Chaque crise devient encore une preuve que tout est planifié. Le nouvel ordre mondial révèle ainsi un profond besoin de trouver du sens dans un monde chaotique. Le conspirationnisme est une tentative de reconstruire une causalité simple là où la réalité est complexe, hasardeuse et souvent absurde. En imaginant un complot, on remplace l'angoisse de l'incertitude par un récit ordonné, même s'il est terrifiant.
Ce qui est fascinant, c'est que ce mythe rassemble aussi bien l'extrême droite que l'extrême gauche, les anticapitalistes, les nationalistes, les mystiques ou les libertariens. Chacun y projette ses propres peurs. Financiarisation galopante, perte d'identité nationale, asservissement technologique, effacement des traditions, marchandisation de l'humain. Le nouvel ordre mondial, au fond, agit comme un miroir déformant. Il montre toutes les fractures de notre époque entre les élites et le peuple, entre le local et le global, entre la nature et la technologie. Un miroir qui grossit, caricature, mais capte quelque chose de profondément vrai, le sentiment d'être dépossédé de son destin. En définitive, croire au nouvel ordre mondial, c'est préférer croire en une conspiration maléfique plutôt qu'en la simple tragédie d'une humanité livrée à ses contradictions dont nous sommes partie prenante. Une vraie leçon de politique et de citoyenneté en somme. Mais attention, crier au complotisme ne doit pas empêcher de rester vigilant. Mon cher Peters, je crois que nous sommes au bout du chemin. Vous voulez dire qu'on a fini? Qu'on ferme le bureau des complots? Je crois bien. Auriez-vous une maxime pour terminer notre mission? Non, puisque c'est un moment exceptionnel, j'ai pensé à autre chose. Jacobs, je voulais vous remercier. Ah bon? Et de quoi, mon cher? Eh bien de tout, je sais nous n'avons pas la même manière d'appréhender la vie. Ma légèreté vous agace, mais en dépit de nos différences, vous m'avez accueilli dans ce bureau, et même chez vous. Bref, vous avez été d'une grande gentillesse, donc merci. Attention, Peters, vous allez tomber dans le sentimentalisme le plus primaire. Vous savez, je n'ai fait que mon devoir. Vous accueillir dans ce bureau fait partie de mes prérogatives. Ensuite, chez moi, c'était aussi pour préserver notre service d'une entorse au règlement. Pas de quoi me remercier pour cela. D'accord, j'ai compris. Quel ours mal léché vous faites. Entendez en tout cas que je vous suis reconnaissant. Oui, j'entends, mais puisque nous en sommes là, je dois aussi vous confier quelque chose. Ah. Je dois vous dire que vous m'avez été fort agréable comme collègue. Ah, j'en doutais un peu, mais bien content de l'entendre. Oui, si je passe sur le poulet oublié dans le tiroir, cette manière étrange de ne pas vous considérer comme assujetti aux règles communes et d'autres facéties dont vous avez le secret, en vous fréquentant, j'ai pu mieux comprendre cette époque tumultueuse entre sortie dans un bar et découverte des outils numériques de sociabilité. Quel sens de l'euphémisme pour une appli de rencontre. Nous voilà quittes alors, mon cher Jacobs. Ah, vous m'envoyez ravi. Bon, allez, vous pouvez remettre vos lunettes de soleil ridicules. On va éteindre les lumières et nos ordinateurs. Eux aussi ont besoin de vacances. Alors, on dit à tout le monde à un de ces jours. Et d'ici là, vous qui nous écoutez, ne croyez pas tout ce que vous entendez. Et souvenez-vous plutôt de tout ce que vous avez entendu dans le bureau des complots. Ça, c'est vraiment le bureau des complots. Peters et Jacobs. À votre service.